Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Avec le premier lancement de la Falcon Heavy, début février, on a vu décoller une fusée d'une capacité qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Mais SpaceX n'est pas la seule organisation à s'intéresser aux lanceurs lourds. En 2020, la NASA espère faire décoller le sien, un monstre de puissance qui doit pouvoir redonner aux États-Unis la capacité de mener des missions habitées au-delà de l'orbite basse. Cette fusée s'appelle SLS pour Space Launch System. Le SLS est officiellement en développement depuis 2011, mais en réalité, on pourrait faire remonter la genèse du programme à beaucoup plus loin. Le SLS reprend en grande partie le design de la fusée Ares 5 du programme Constellation. Ce programme avait été lancé par George Bush en 2004 et arrêté par Barack Obama en 2010. Le programme Constellation visait à ramener des hommes sur la Lune en 2020, et pour ça, il fallait une très grosse fusée. Ares 5 était destinée à devenir la fusée la plus puissante de l'histoire, surpassant même la Saturne V du programme Apollo. Un changement d'administration à la Maison Blanche en a décidé autrement, et Ares 5 est définitivement resté dans les cartons. Mais juste après l'arrêt du programme Constellation, ce sont les navettes spatiales qui ont pris leur retraite. Or, le lancement et la remise en état des navettes faisaient vivre tout un écosystème d'entreprises privées et de sous-traitants, représentant des milliers d'emplois. Le maintien des capacités spatiales américaines était également en jeu. Pour remplacer au plus vite les navettes, la NASA s'est tournée vers le secteur privé. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui et demain, SpaceX, Orbital ATK ou encore Boeing seront capables de remplir la plupart des missions autrefois dévolues aux navettes. Et pour sauver le secteur spatial américain, la NASA a lancé le développement d'un nouveau lanceur lourd, qui reprendrait de nombreux composants de la navette spatiale et ferait donc travailler la plupart de ses sous-traitants. Et c'est un peu ce péché originel qui poursuit le SLS encore aujourd'hui. C'est une fusée qui a été conçue pour répondre à un objectif économique et non pas à un programme spatial. Le cahier des charges de la fusée, lors de son annonce en 2011, était d'ailleurs beaucoup plus poétique que pragmatique. Amener les astronautes de la NASA toujours plus loin et repousser les limites de l'exploration humaine. Concrètement, cela signifie que le SLS devrait être capable d'emporter la capsule habitée Orion. Elle aussi est une rescapée du programme Constellation. Et c'est ainsi que fut lancé un des développements les plus coûteux de l'histoire de la NASA. Le SLS est donc une sorte d'Ares 5 au rabais. Comme cette dernière, il reprend de nombreux éléments issus de la navette spatiale. Dès le premier coup d'œil à la fusée, on remarque cet énorme étage orange entouré de deux propulseurs à poudre latéraux, comme une sorte de navette spatiale sans la navette spatiale. Le SLS est prévu pour se décliner en plusieurs versions, qui deviendront disponibles au fur et à mesure du développement. La première version, celle qui devrait voler en 2020, est appelée Block 1. Son corps central est conçu à partir du réservoir externe de la navette spatiale, et ça se voit tout de suite à la couleur. Le premier étage est équipé de 4 moteurs RS-25, eux aussi récupérés sur les navettes. Les moteurs utilisés lors des premiers vols seront directement issus du programme des navettes spatiales. Mais ces moteurs sont chers, puisqu'ils étaient à l'origine prévus pour être récupérés et réutilisés de nombreuses fois sur les navettes. À terme, le SLS devrait basculer sur une version adaptée du RS-25, prévue pour être tirée une seule fois et donc moins coûteuse. Le premier étage du SLS brûle de l'hydrogène et de l'oxygène liquide. Avec une impulsion spécifique de 452 secondes dans le vide, les RS-25 sont les moteurs chimiques à ergol liquide les plus efficaces de la planète. Le corps central fera tout de même 8,40 m de diamètre, un beau bébé. Autour de ce corps central, on trouvera deux boosters à poudre. Là encore, on est dans la récup par rapport aux navettes spatiales. C'est Orbital ATK qui produit ces composants. Il y a eu quelques modifications par rapport aux boosters de la navette. La principale vient de l'ajout d'un segment. Les boosters de la navette possédaient 4 segments de combustible, là où le SLS en aura droit à 5. Cela signifie que chaque booster pourra fournir 25% d'impulsion totale en plus. Contrairement aux boosters de la navette, aucune tentative de récupération n'aura lieu pour ceux du SLS. On retrouvera ces boosters sur les versions Block 1 et Block 1B de la fusée. Pour la version Block 2, la plus puissante, la NASA envisage le développement de nouveaux boosters. En s'intéressant à l'étage supérieur du SLS, on abandonne enfin l'héritage des navettes spatiales.
C'est aussi là que les choses deviennent un peu compliquées, puisque le SLS fera appel à toute une palanquée de second étage différents pour répondre à diverses missions. La version Bloc 1 de la fusée sera équipée d'un second étage dénommé ICPS. Ce dernier est en fait une version modifiée du second étage de la fusée Delta IV. Ce second étage sera équipé d'un seul moteur RL-10, brûlant lui aussi de l'oxygène et de l'hydrogène liquide. Dans cette configuration, le SLS pourra emporter jusqu'à 70 tonnes en orbite basse. Elle est un peu particulière puisqu'elle ne devrait être utilisée que sur une seule mission. Elle servira pour le baptême de la fusée. Lors de cette première mission, le SLS enverra une capsule Orion inhabitée pour un survol de la Lune. Après ça, la fusée prendra une pause de 2 ans, le temps de voir arriver la version 1B du SLS. Celle-ci se déclinera en 2 sous-versions, la 1B Crew pour le transport d'équipage et la 1B Cargo pour le transport logistique ou le lancement de sondes interplanétaires. La version 1B fera appel à un nouveau second étage, baptisé étage supérieur d'exploration. Il aura le droit à 4 moteurs RL-10 et sera d'un diamètre similaire à celui de la fusée, soit 8,40 m. En version Crew, il emportera toujours la capsule Orion, mais sa puissance supplémentaire devrait lui permettre d'emmener en plus les modules de la Deep Space Gateway, une nouvelle station spatiale en orbite cislunaire. Le SLS servirait à l'assemblage et à la desserte de cette station. La version Cargo pourrait elle servir au tir de sonde. La première mission de la version 1B du SLS devrait d'ailleurs être l'envoi vers le système jovien de la sonde Europa Clipper en 2022. Enfin, à l'horizon 2030, on verra arriver la version Bloc 2 du SLS, la plus puissante. Grâce à ses nouveaux boosters latéraux et à une coiffe surdimensionnée, cette dernière devrait être capable de délivrer 130 tonnes en orbite basse. Théoriquement, elle serait la fusée du voyage interplanétaire. Elle est donc pressentie pour amener la NASA sur Mars. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je serais vous, je m'accrocherais pas trop à la version Bloc 2 du SLS. La version Bloc 1 a beau être inutile, puisqu'elle ne servira qu'à un vol de démonstration, elle a déjà coûté un bras à la NASA. Le développement du SLS et de la capsule Orion, qui n'ont encore jamais volé, se chiffre déjà en dizaines de milliards de dollars. Le prix unitaire d'un SLS est lui bien parti pour se situer entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Autant dire que c'est une fusée que la NASA ne tirera que dans les grandes occasions. Pour le moment, l'agence spatiale américaine planifie une douzaine de missions à sa fusée, réparties sur les 15 prochaines années. Le principal rôle du SLS serait donc l'assemblage et le support de la Deep Space Gateway, des plans qui sont loin d'être gravés dans le marbre puisqu'ils n'ont pas encore trouvé de financement. La version Bloc 2 de la fusée est renvoyée à un futur et à une fonction bien obscure. De plus, entre aujourd'hui et 2030, on va avoir 3 élections à la Maison Blanche, et donc 3 opportunités de changer encore de plan. On le sait, les républicains aiment bien les programmes lunaires, tandis que les démocrates sont plus attirés par Mars et les astéroïdes. Bref, il va bien falloir en faire quelque chose de ce SLS et de sa capsule Orion, ne serait-ce que pour sauver la face. Il est en effet compliqué d'expliquer aux contribuables américains qu'il faut continuer à dépenser des milliards chaque année pour une fusée qui pourtant s'appuie beaucoup sur la récupération et qui n'a pas de but bien défini. Si le programme de la Deep Space Gateway ne se concrétise pas, le SLS deviendra probablement le plus gros gâchis d'argent de l'histoire de l'administration spatiale américaine. Certaines estimations placent le coût du développement de la fusée et de sa capsule à 43 milliards de dollars. C'est presque la moitié de ce qu'a coûté le programme Apollo, ajusté pour l'inflation. Et cela ne prend en compte aucune mission, on ne parle là que des coûts de développement. En ce sens, le SLS illustre un peu un des gros problèmes dont souffre la NASA. L'agence spatiale américaine est souvent traitée par le Congrès comme une machine à job. Et les objectifs scientifiques passent parfois au second plan et sont malmenés au gré des changements d'administration. Mais bon, faisons preuve d'optimisme. Malgré son coût faramineux, peut-être que le SLS et la capsule Orion trouveront une raison d'être avec la Deep Space Gateway. Quoi qu'il en soit, ce sera une fusée formidable qu'on a hâte de voir décoller. Bien sûr, le SLS souffre d'autant plus des progrès du secteur privé, maintenant capable lui aussi de développer des lanceurs lourds. Falcon Heavy, BFR, New Glenn et New Armstrong pourraient rapidement offrir des alternatives bien moins coûteuses à la NASA, et donc à pousser à l'annulation du développement du SLS. De ce côté-ci, la prochaine décennie s'annonce intéressante. Et voilà qui nous amène déjà au bout de ce dossier de l'espace.
Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager questions et remarques dans les commentaires. On pourra revenir dessus dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez également consulter les sources de la vidéo dans la description. Un grand merci à vous, la chaîne a dépassé les 40 000 abonnés. Merci également aux tipeurs pour leur soutien financier. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la conquête spatiale et Star Citizen. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.